Bonjour à tous, merci de regarder François. Dans cette vidéo, vous allez voir des médecins, chirurgiens, infirmières qui nous ont invités chez eux pour témoigner. Ils ne peuvent plus travailler depuis le 15 septembre dernier. Nous sommes allés les rencontrer suite à leur suspension, simplement puisqu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Ils ne comprennent pas pourquoi la vaccination est obligatoire, car selon eux, la situation épidémique aujourd'hui ne justifie plus une vaccination obligatoire. Ils témoignent d'énormément d'incohérences médicales sur le terrain. Le terrain ne ment pas, il voit beaucoup d'effets secondaires liés au vaccin. Donc voilà, nous voulions respecter leur anonymat le plus possible, donc vous allez voir des corps et des mains dans cette vidéo, mais en tout cas ils témoignent, ils vont vous raconter leur histoire, ils ont pris le courage et appellent tous les médecins dans leur situation à se rassembler, à se mettre en contact, à montrer qu'ils ne sont pas isolés, que personne n'est isolé. Aujourd'hui dans cette situation, on peut tous être selon nos valeurs, liées. Et donc voilà, ils nous ont invités chez eux. Je voulais faire un petit peu de contexte, donc merci de m'avoir écouté. Maintenant, place à leur reportage. Merci de les écouter. Je suis médecin hospitalier, spécialiste. Notre petit collectif de médecins, on est effectivement choqués de ce qui est en train de se passer. Et notamment, on est contre, non pas la vaccination, puisqu'on a toujours été vacciné contre les maladies antérieures. Et d'ailleurs, on n'est même pas opposé à la vaccination contre le Covid, mais on est contre l'obligation vaccinale, ce qui est complètement différent. On estime qu'on est chacun libre de son choix et de son corps. Au lieu d'être contre, je dirais qu'on est pour. On est médecin pour des choses. On est médecin pour la santé des patients. On est médecin parce qu'on a un engagement et on est médecin pour la santé pour tous. Aujourd'hui, tous ces témoignages vont être anonymes. Vous ne voulez pas révéler forcément vos noms ni vos spécialités. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que nos médecins ne sont pas libres de s'exprimer? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas libre de parler à visage ouvert? Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité, peur pour votre famille? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, où en sont nos médecins en France? Alors écoutez, c'est compliqué. Effectivement, on a des pressions qui sont multiples et à différents niveaux. Et qui fait qu'on a peur en fait. Enfin, on a des pressions qui émanent de nos collègues, des soignants, des patients, de l'administration. Ce n'est pas une simple suspension. Symboliquement, c'est extrêmement violent, c'est-à-dire que c'est presque remettre en cause nos compétences, alors que finalement, sans preuve. Et c'est aussi la menace d'une suspension de nos diplômes, c'est-à-dire qu'on déclare tout d'un coup qu'on n'est plus habilité à travailler, à avoir nos diplômes. Et il n'y a aucune considération en fait éthique, humaine, qui est quand même la base au départ de la médecine. Et nous, en tant que médecins, on n'est pas plus considérés comme tels, puisque cette sanction, en fait, on ne peut plus travailler et on n'a droit à aucune indemnité. C'est-à-dire que ça va plus loin. C'est-à-dire que n'ayant aucune indemnité, on nous sort de la société, on nous exclut d'une société. Moi, je veux rester dans la société, je veux soigner les patients. Moi, je suis un médecin, je veux la bonne santé de mes patients. Oui, je suis infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Personnellement, moi, j'ai fait le choix de ne pas faire cette injection expérimentale parce que j'ai très peur et qu'on ne veut pas nous entendre. Qu'est-ce qui crée cette peur? Vous avez vu des choses, vous avez entendu entre collègues, vous avez vu des effets secondaires? Mais j'entends plus de témoignages d'amis autour de moi qui ont eu des problèmes en effet secondaires suite au vaccin. Donc, vu que je ne suis pas une personne à risque, que je suis en bonne santé, que je fais du sport, que j'ai une alimentation équilibrée, que je ne fume pas, que je ne bois pas, je ne vois pas pourquoi je ferais cette injection. J'ai l'impression de jouer à la roulette russe et de me dire est-ce que je vais avoir le bon vaccin ou pas le bon vaccin, est-ce que je vais faire une complication ou pas. En tant que soignant, vous dites, si on est en bonne santé, qu'on mange bien et tout, en plus, si on est pour les plus jeunes, il n'y a pas besoin de faire ce vaccin, ça n'est pas nécessaire. Je pense forcément que ce n'est pas forcément nécessaire, on va dire. Après, en tant qu'infirmière de bloc opératoire, je dois dire que je connais les gestes d'hygiène et du port du masque et de l'asepsie au niveau des patients. Je sais comment me comporter, je sais quels gestes faire ou pas faire. Je crois qu'on est quand même les mieux formés pour savoir transmettre le moins de risques aux patients, quoi. Et à l'heure actuelle, je trouve que le problème, ça va être le fait de nous suspendre. On va entraîner plus de problèmes. Parce qu'on est peu de personnes qualifiées dans notre métier. Voilà, infirmière de bloc opératoire, c'est-à-dire qu'on instrumente les interventions, on fait des fois les aides opératoires, on est circulante. On est peu. Et donc là, on va enlever des gens qualifiés parce qu'on a peur de cette injection. Je ne sais pas ce que ça va entraîner. Et on fait en plus maintenant, on fait des déprogrammations. Depuis le Covid, on a pris l'habitude de déprogrammer. Moi, j'ai une question. Je suis peut-être qu'infirmière de bloc opératoire, mais quelles conséquences ça aura de déprogrammer certains patients qui ont vraiment besoin d'intervention?
Déjà parce qu'on a déprogrammé avant pour un manque de moyens, de personnel, tout ça, et on a continué depuis qu'ils nous disent oui, il faut. Les moyens, ben, on ne les voit pas au niveau de l'hôpital. On voit les moyens partout, voilà, QR code à contrôler, tout ce que vous voulez. On voit des tests PCR faits à tire-larigot. Maintenant, on va chercher savoir qui est malade ou pas, qui c'est qui est Covid ou pas, mais faut arrêter quoi. Si on est malade, on le sait, on le voit quand on a des symptômes. Maintenant, c'est le test dans le nez qui va nous dire qu'on est malade. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que bon, autant comme ça on entend à la télé Covid, cas. Et les gens ne savent plus faire la différence entre les cas Covid et le Covid des gens malades. Et on tombe dans une espèce d'hystérie de peur, où il n'y a pas à avoir peur. Il faut arrêter cette peur que nous témoignent les médias. Heureusement, j'ai pas la télé et donc je ne suis pas tombée dans ce panneau-là. Les médias n'arrêtent pas de nous assailler. Il faut avoir peur. Il y a tant de cas de Covid, il y a tant de gens qui meurent. Mais il faut regarder autour de soi. Arrêtez, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous savez ? Prenez référence de votre famille, de vos familles, de vos amis. Oui, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont perdu des gens du Covid. Oui, c'est vrai, je suis très triste pour ces personnes-là. Mais maintenant aussi, il y a des gens qui vont perdre leur famille parce qu'on a retardé des interventions, parce qu'on n'a pas traité les cancers, parce qu'on repousse tout. Maintenant, on va prendre, déjà on va avoir des problèmes parce qu'il va manquer de chirurgiens ou d'infirmières de bloc opératoire ou d'infirmières qu'on ne pourra pas soigner simplement pour une injection. J'espère que les gens vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de nous et qu'on les aime et qu'on a envie de travailler avec tout le monde. Alors, moi je suis chirurgien, enfin j'étais chirurgien jusqu'à hier, puisque je suis maintenant suspendu. J'ai plus le droit de travailler depuis ce matin. Pourquoi est-ce que vous refusez, vous, cette injection ? Alors, cette injection, donc comme je disais, elle est expérimentale. On a pour l'instant, en manque de recul, totalement. On est à moins d'un an des premières injections. À long terme et moyen terme, on ne sait absolument pas ce que ça donne. Et à court terme, on voit déjà des effets secondaires importants, on va dire. On va dire qu'il y en a quand même régulièrement. Et de plus en plus. Parce qu'il semblerait, donc j'ai vu sur des études américaines, que plus le nombre de doses augmente, c'est-à-dire qu'il y a plus d'effets secondaires à la deuxième dose qu'à la première. Et on peut estimer certainement qu'à la troisième, il y aura encore plus d'effets secondaires qu'à la deuxième. On voit des myocardites chez des jeunes, on voit des thromboses, Des nombres qui sont anormaux pour un vaccin ? Ah oui, complètement anormaux, dans des proportions qui n'ont jamais été vues en fait. Quand on regarde la littérature sur le site américain de recensement qui s'appelle le VAERS, ils ont plus d'effets secondaires avec la vaccination Covid depuis environ 6 mois que sur toutes les vaccinations, toutes confondues, depuis 30 ans. Donc les vaccinations, la grippe, la variole, tout ce qu'on connaît, les vaccinations habituelles. Et donc en 6 mois, ils ont plus d'effets secondaires que tous les autres vaccins réunis en 30 ans. C'est choquant. Je ne comprends pas pourquoi on nous empêche de travailler alors qu'on manque de soignants et qu'on est les non-vaccinés testés toutes les 72 heures, on est négatif. Donc je pense qu'on est les moins contaminants de tout l'hôpital et on nous met quand même dehors. Alors là, il faut qu'on m'explique, puisque les personnes soignants ou patients vaccinés, on ne leur demande pas de se faire tester. On sait qu'ils peuvent être porteurs de la maladie, voire contracter le Covid. Et donc ils peuvent effectivement contaminer d'autres soignants, mais on ne leur demande rien. Pareil, certains patients qui ne peuvent pas rentrer à l'hôpital parce qu'ils refusent le pass sanitaire ont, par dérogation, par un certificat médical, on les autorise à rentrer. Donc ils sont potentiellement contaminants, on leur demande aucun test. Heureusement quand même qu'on les autorise à rentrer, parce que sinon il y a une entrave à la déontologie médicale. Mais qui doit faire ce certificat médical? Puisque le pass sanitaire, il est imposé par le gouvernement. Mais qui doit faire ce certificat médical pour justement ne pas faire entrave à la déontologie médicale ou pour pas que certains patients portent plainte? C'est moi, le médecin. C'est moi, en tant que médecin, qui prend la responsabilité de décision du gouvernement. C'est-à-dire que c'est à moi d'estimer s'il y a une perte de chance ou pas de mon patient de rentrer à l'hôpital et donc de lui faire un certificat médical pour qu'il puisse rentrer à l'hôpital même s'il n'a pas le pass sanitaire. Donc on me fait porter une responsabilité qui n'est pas la mienne. On me met dehors et pourtant c'est à moi de prendre la responsabilité des personnes qui me mettent dehors. Donc là, il y a un gros problème au niveau de la responsabilité et on voit des choses qui sont en train de se passer à l'hôpital, mais ailleurs c'est pareil, on n'est pas de même dans le système privé, c'est pareil, on est tous ensemble, avec tous solidaires, mais on est en train de fermer des lits, on met du personnel soignant testé négatif toutes les 72 heures dehors, on est en train de détruire le système de santé actuel. Et je ne veux pas, moi, parce qu'on me met dehors, qu'on me mette la responsabilité dessus. C'est-à-dire qu'on m'accuse de moi être responsable de décisions qui ne sont pas les miennes. Je ne demande et on ne demande qu'à travailler. On travaille pour les patients. Et je rappelle aussi que l'hôpital, il n'appartient pas aux médecins, il n'appartient pas au gouvernement, il appartient aux citoyens. Voilà, merci.
Vous faites partie d'un collectif qui vient de... Enfin, vous êtes plusieurs médecins, justement, dans ce reportage, à vous mettre en lien. Est-ce que vous appelez les autres médecins à prendre contact, justement, à être ensemble pour ceux qui sont dans ce combat-là? Est-ce que c'est un combat pour les médecins aujourd'hui aussi? C'est un combat pour les médecins qui réfléchissent, qui analysent la situation et il y a curieusement un certain nombre de médecins qui... alors, il y en a certains qui ne remettent pas en question la narration gouvernementale officielle et peut-être par esprit de conformation en fait, parce que notamment lors des études médicales on nous apprend quand même à obéir à des protocoles, à la hiérarchie et donc c'est quand même comment on va dire un trait de caractère de pas mal de médecins en fait de suivre les ordres et les protocoles. Et puis il y a d'autres médecins, je pense, qui n'ont pas spécialement réfléchi. Alors on a quand même certains qui commencent à s'éveiller parce qu'ils voient des effets secondaires. Mais du coup, pour revenir à votre question, c'est justement, il faut... je pense que les médecins qui, justement, ont des doutes, se posent des questions sur leur responsabilité dans cette histoire, maintenant sur la suspension aussi, ceux qui ne sont pas vaccinés. Je pense qu'il faut réellement qu'ils se mettent en lien, qu'ils essayent de trouver leurs collègues. Alors souvent, les médecins qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas dans la pensée unique, se sentent isolés et ont très peur de s'exprimer. À partir du moment où ils rencontrent du monde et qu'ils arrivent à échanger, ça donne de la confiance, ça donne de la force et ça permet de continuer un peu à combattre, on va dire, parce que c'est un combat finalement. Moi je suis médecin hospitalier, praticien hospitalier. Même question que pour tout à l'heure, les médecins ne sont-ils pas libres de parler? Pourquoi souhaitez-vous être anonymisé aujourd'hui? La pression est trop forte et qu'il est difficile de pouvoir échanger de façon sereine avec nos collègues qui sont vraiment tous pro-vaccination avec une intensité sans précédent. La particularité de votre témoignage dans ce reportage est que vous êtes vous-même vacciné, mais contre l'obligation. Moi je me suis vaccinée parce que je me considère comme une personne à risque et que j'ai voulu protéger les patients du service dans lequel je travaille. Donc j'ai voulu me vacciner. Voilà. Donc je ne suis pas anti-vaccin. Au contraire, je pense que ce vaccin est une prouesse biotechnologique. Voilà, simplement, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire et qu'on ne peut pas l'imposer. Il semble apparaître des effets secondaires initiaux, importants. Et on est obligé quand même de dire, nous les médecins, que nous ne savons pas ce qui va se passer à moyen et à long terme. Voilà, donc ça, la population doit le savoir. Moi, je trouve qu'il y a un point fondamental qui n'est pas assez repris. On parle de traitement précoce, mais qui ne serait pas efficace. Simplement, ça, a priori, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces ou qu'ils sont efficaces, mais ce que je vois, c'est qu'on a interdit des molécules qu'on connaît depuis très longtemps. Et ça, c'est là que moi, le doute s'est emparé de moi, parce que je n'ai jamais compris pourquoi on interdisait des molécules que moi-même j'ai souvent prescrites, notamment l'hydroxychloroquine, et l'ivermectine dans un deuxième temps, que j'ai aussi très souvent prescrit pour des épidémies de Gale à des sujets jeunes et à des sujets âgés. Donc je peux, moi, dire ce soir que ce sont des molécules non toxiques. Dans ce que l'on entend aujourd'hui, on entend peu de gens qui sont favorables au vaccin être également favorables à ces traitements précoces. Oui, enfin, je n'ai pas dit, je nuance, je n'ai pas dit que je savais s'ils étaient efficaces, je dis juste que je ne comprends pas pourquoi on les interdit. Voilà, parce qu'on sait prescrire, on connaît les doses toxiques, donc on pourrait les prescrire, je ne comprends pas pourquoi on nous interdit de les prescrire, donc c'est aussi une remise en cause de notre droit de prescrire. Voilà, des molécules qui ont fait déjà leurs preuves dans d'autres indications, on est bien d'accord, mais voilà. Donc au pire, elles ne marchent pas, mais c'est quand même peut-être, au pire, elles ne marchent pas, et au mieux, elles marchent. Et on empêche les médecins de prescrire? Absolument. C'est interdit, l'hydroxychloroquine est interdite. L'ivermectine, il y a eu un petit flou au départ. Là, maintenant, je crois qu'elle est interdite. Mais enfin, si on prescrivait l'ivermectine, les pharmaciens nous appelaient. Enfin, c'était compliqué, quoi.
on nous empêche de travailler, de faire notre métier correctement. On n'est pas sanctionné, on a tué personne, on n'est pas sanctionné parce qu'on est incompétent, on est finalement sanctionné parce qu'on a des doutes, parce qu'on s'interroge, parce que ce qu'on voit actuellement ne correspond pas à des obligations qui sont faites et on est confronté à des choses lourdes de sens, c'est-à-dire est-ce que mon patient, en l'obligeant à se faire vacciner, est-ce que je ne lui fais pas encourir un risque et finalement par rapport à un bénéfice qui peut être très faible, notamment les sujets jeunes, puisque le risque d'avoir une forme de Covid grave chez le sujet jeune est très faible. Par contre, si je le vaccine alors qu'il va bien, je ne sais pas si sa santé ne sera pas fragilisée. Donc moi, je ne veux pas cautionner ça, je ne veux pas être impliquée dans ça et je ne veux pas être pris en otage de cette médecine qui est imposée finalement. Vous vous sentez pris en otage aujourd'hui ? Oui, on est pris en otage par des directives en fait, gouvernementales qui sont en complet décalage avec la réalité de terrain et la pratique de la médecine. Je suis médecin hospitalier. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la peur, mais en fait c'est des pressions et on est sujet à... On est montré du doigt, quoi. Si vous voulez, on est dans un monde qui est devenu un monde binaire, numérique quasiment. Soit on est du côté du bien, soit on est du côté du mal. Et également pression avec les collègues, parce qu'effectivement les médecins non vaccinés, c'est pas la majorité, et que quand on n'adhère pas à cette idéologie vaccinale et à ce véritable dogme, pour pas dire autre chose, eh bien on est montré du doigt et du coup ça crée des pressions. Pression au quotidien, pression quand on va manger au self, on se retrouve inséré dans des discussions où on est tout de suite vilipendé parce que voilà. C'est binaire. C'est tout à fait binaire. Il n'y a pas de discussion, comme a dit le témoignage précédent. Tout à fait. Mais là, pour vous, c'est injustifié. Ne pas être vacciné, ça n'est pas forcément victimiser son voisin ou ce genre de truc. Bah, oui, en fait, ce vaccin, il y a 3 points pour adhérer à un vaccin. Le premier, c'est d'une part qui vous protège, vous, de la maladie, et en particulier des formes graves de la maladie. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, et que donc cette balance bénéfice-risque penche plus du côté des bénéfices. Le troisième point, donc, c'est cette histoire de contagiosité, c'est-à-dire que quelqu'un de vacciné ne doit pas être contagieux, il ne doit pas être porteur du virus. Et en tout cas, il ne doit pas pouvoir le transmettre. Or, c'est faux, et ça a clairement été démontré actuellement, cet adage est faux. Donc, aller imposer une vaccination alors qu'aucun de ces 3 points fondamentaux n'est en place, ça ne me paraît pas justifié. Est-ce que ces points-là, est-ce que vous seriez prêt à les défendre devant un tribunal, justement, si vous le deviez? Est-ce que, voilà, pour l'expliquer aux gens, enfin, ces vérités vont rester cachées parce que, justement, les gens ne veulent pas, les médecins ne veulent pas s'exprimer publiquement? Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est stressant à tout point de vue, psychologiquement, physiquement, on en arrive à pas dormir, on réfléchit, on gamberge beaucoup, mais pourquoi pas aller jusque-là? Je suis médecin en ville, en médecine libérale, et donc moi ce qui me choque, c'est le fait qu'on soit dans cette obligation vaccinale. C'est-à-dire que on nous envoie des courriers pour nous dire que si on exerce sans être vacciné, on est dans l'exercice illégal de la médecine. Et l'exercice illégal de la médecine, c'est pas du tout ça. Donc est-ce que parce que je suis pas vaccinée, je perds mon diplôme, je n'ai plus mes compétences, je n'ai plus ma conscience professionnelle? Ça pose toutes ces questions. Moi, j'ai vraiment, j'ai pas l'impression de faire une faute. Je soigne mes patients du mieux que je peux. Je suis à l'écoute. J'essaie de trouver le meilleur traitement qui leur convient. Je ne suis pas dans un dogme de un médicament obligatoire qui va traiter tout. Et le tout vaccin va nous sauver. On voit que c'est pas en train de marcher non plus. Qu'est-ce que je fais? Donc, sachant que maintenant, on sait très bien qu'en étant vacciné, on peut aussi transmettre. Donc, je suis dangereuse, je suis pas dangereuse? Je comprends pas, en fait, ce qu'on me demande. C'est troublant. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi, même question que tout à l'heure, pourquoi vouloir rester anonyme? Voilà, où en est la liberté des médecins? On est tous sauf libres. On nous impose donc la vaccination et de vacciner nos patients. On nous empêche de prescrire certaines choses et on a cette menace de sanctions qui peut aller jusqu'à des amendes pécuniaires, qui peut aller jusqu'à une menace d'emprisonnement de 6 mois ou d'intérêt général, de travail d'intérêt général.
Donc ça s'appelle pas la liberté, c'est pas comme ça que je vois la liberté. Et donc effectivement, si je donne mon nom, ma qualification, où j'exerce, c'est comme si je leur disais « Coucou, je suis là, je suis pas vaccinée, venez me voir, venez m'amener la sanction ». Sauf que pour l'instant, j'ai vraiment envie de continuer de faire de la médecine et soigner mes patients. Je suis médecin, je travaille en établissement médico-social, donc en EHPAD, avec des personnes âgées essentiellement. C'est une grande part de mon activité. L'anonymat aujourd'hui est nécessaire par peur, peut-être pour une certaine partie. C'est aussi une stratégie de défense et de protection pour pouvoir survivre dans un contexte hostile. Les médecins vivent aujourd'hui en contexte hostile. C'est-à-dire que quand on a effectivement une forme de réflexion sur la situation globale, une réflexion sur la nouvelle maladie émergente et sur les stratégies qui sont mises en place et qu'on l'exprime, oui, on est en contexte hostile. Vous n'êtes pas vacciné, vous avez été suspendu. Alors mon statut vaccinal ne regarde que moi, c'est donc un sujet très personnel. Et je ne suis pour l'instant pas encore officiellement suspendue, mais on menace de l'être, oui, dans les jours qui viennent. Ce que je voudrais partager, c'est déjà que, étant médecin, on n'en est pas moins humain, et donc en fait, j'interviens ici en tant que médecin pour ma profession, mais je suis aussi une femme citoyenne, je suis une maman et une future grand-mère, et j'ai aussi des parents âgés, donc je suis dans une famille assez banale, mais qui est aussi mon projet de vie, et donc je me dois d'intervenir sur les interrogations que j'ai actuellement depuis les mois passés. Elles se sont nourries d'informations collectées, recherchées, parce qu'elles ne sont pas forcément disponibles de façon claire et évidente, et au fur et à mesure des recherches, on se rend compte que beaucoup ont été censurées, et donc beaucoup de questions sont arrivées et d'interrogations au fil du temps, qui ont permis aussi, par des échanges, disons, discrets au départ et de plus en plus en confiance avec des collègues médecins ou soignants, donc d'autres professions, des infirmières, des aides-soignantes, dans tous les corps de métier, on se pose des questions. On n'a pas besoin d'être médecin pour se poser des questions sur la logique, la rationalité de ce qui se passe et de ce qui pourrait être effectivement les nouvelles conduites si on raisonne avec l'évolution et le constat qu'on peut faire de façon objective avec une vision plus réaliste que celle qu'on nous montre à la télé. Quel constat vous faites justement aujourd'hui, déjà juste par rapport à la recherche d'informations? Vous dites que même pour des médecins, c'est compliqué de se cultiver sur ce sujet, d'apprendre? Il y a deux voies. On peut aussi être très docile et entendre qu'effectivement notre formation fait qu'on l'a déjà évoqué. On a quand même un formatage, on va dire, d'écoute et une qualité en fait d'application de protocoles qui nous sont souvent transmis, sur lesquels on ne remet pas forcément tout en question tout le temps, et aussi effectivement une certaine docilité par rapport à la hiérarchie qui nous permet de fonctionner en équipe et qui permet que les équipes soignantes prennent en charge de façon globale les patients. Comment est-ce que les gens peuvent discerner le vrai du faux? Comment le public, qui n'a pas de formation médicale? Le bon sens de chacun est à utiliser. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'être médecin pour réfléchir et pour se poser des questions au quotidien. Un bon nombre de personnes qui n'ont pas forcément des diplômes médicaux ou autres ont la capacité et un bon sens de terrain à se rendre compte si oui ou non une consigne est adaptée. Effectivement, comme le disait tout à l'heure une collègue, il suffit de regarder autour de soi, de s'interroger sur le constat qu'on fait sur le terrain, et c'est bien aussi de là que naît l'interrogation. Ce qu'on constate sur le terrain ne correspond pas à ce qui est dit officiellement à titre national. Donc qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Alors sur le terrain, pour vous expliquer un peu mon expérience, donc en établissements médico-sociaux, on a fait les vaccinations qui ont démarré donc en janvier. Entre janvier et mai, on a eu plusieurs séries en fait de programmes vaccinaux pour que le maximum de personnes âgées dans les établissements puissent bénéficier de cette injection. La maladie était prégnante, il y avait effectivement un nombre de morts important dans ces classes d'âge-là, avec ces comorbidités-là, donc un profil de population qui était fragile. Il y avait une certaine logique à les protéger de façon immédiate, mais bien vite est arrivée la question de la méthode unique de la vaccination. Il n'était pas question de les traiter, il n'était pas question de les faire guérir de leur Covid en EHPAD. On nous demandait de effectivement faire de la surveillance clinique. Donc comme ça a été évoqué tout à l'heure, les traitements précoces, que ce soit en ville ou en EHPAD, n'étaient pas possibles ni autorisés à prescrire, que ce soit par les médecins libéraux, donc qui sont les médecins traitants des résidents, ou par les médecins coordonnateurs, puisque nous avons, en tant que médecins coordonnateurs, remplacé pendant un long moment la présence des médecins traitants qui n'entraient plus dans les établissements. Donc nous aussi, on a été privés de cette possibilité de traiter certains patients qui, comme dans la population générale, ont pu être malades. Et
nous avions à les surveiller jusqu'à ce que l'hospitalisation devienne nécessaire, ou l'accompagnement sur une situation plus aggravée de certains patients très âgés avec des comorbidités lourdes, comme on le fait habituellement en EHPAD, des accompagnements de fin de vie. C'est un devoir, mais c'est presque de la survie en fait. Moi je le vis, mais je ne parle qu'en mon nom, et d'ailleurs tous les témoignages qui ont été faits, on a bien dit en notre nom en tant que citoyen, hein, mais pour moi c'est de la survie et de l'honnêteté et de l'intégrité par rapport à qui je suis et aux valeurs que je défends dans une situation qui est très grave, et ne pas me dire j'ai laissé faire, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé, voilà la société que je livre à mes enfants et aux autres enfants. Après tous ces témoignages, comment est-ce que vous vous considérez? Est-ce qu'on peut dire que vous tous ensemble, en tant que médecins, vous êtes des lanceurs d'alerte aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est des lanceurs d'alerte. C'était pas notre rôle, c'est pas notre métier, mais on a dû le prendre. Et c'est difficile, c'est douloureux hein, d'avoir ce rôle-là, mais on le fait par devoir. Par devoir en tant que médecin et par devoir en tant que citoyen, en tant que personne. Donc ce qu'on vous délivre, voilà, c'est un témoignage, c'est une mise en alerte. On ne veut pas être des exécutants, on ne veut pas être des obéissants, on veut être des médecins. C'est-à-dire ce pourquoi on fait notre métier. Et on veut soigner tous les patients, c'est-à-dire une santé égalitaire pour tous et avec toujours du sens. Et on ne veut pas d'un système de santé discriminant, imposé, qui est en train de se mettre en place. Et il était déjà en train de se mettre en place avant, en fait. Et on a ce sentiment qu'avec le Covid, on accélère une transformation complète du système de santé. Et si le souhait de nos gouvernants, c'est de vouloir un système de santé modifié et donc discriminant, c'est-à-dire on soigne certains patients, on ne soigne pas d'autres, on accepte certains médecins ou certains soignants et pas d'autres, il faut le dire. Et nous, on ne veut pas cautionner ça. Et c'est un choix de société, mais il faut alors le dire et proposer aux citoyens qui élisent quand même les personnes qui nous gouvernent, dans quelle direction ils veulent aller. On ne veut pas de choses cachées et ni d'omerta médicale des soignants voilà, qui est en train de se mettre en place. Et on est contre personne, on est avec tout le monde. Notre témoignage, il est médical, mais il est aussi pour tous les soignants. Et on invite les médecins et tous les soignants d'ailleurs qui ont des interrogations, qui doutent, peut-être que notre raisonnement, on se trompe aussi, on peut l'admettre, mais le doute est constructif. Par contre, ne pas l'avoir est dangereux pour une société. Et le doute permet aussi de protéger la société et les citoyens, ce qu'on est tous, et c'est notre désir le plus profond. Merci.